expliquer, auriez-vous prescrit ainsi ce produit? Sachant que ce qui la gêne, c'est de s'accélérer à 150 ou 160 quand elle regarde un match. Elle n'est pas bien. Alors, le bêta-bloquant réduit la fréquence cardiaque. Mais réduit la fréquence cardiaque plutôt le jour. Le jour, quand l'activité sympathique est élevée. Quand on est réveillé. Quand on est debout. Quand on est actif. Mais la nuit, votre cœur est lent. Votre cœur est lent la nuit, pour deux raisons. Vous avez moins d'activité sympathique nocturne et vous avez une activité vagale de ralentissement très marquée la nuit. La nuit, vous pouvez être vers 60, 50, je ne sais pas. Ça dépend si vous êtes sportif ou pas. Autrement dit, prescrire le bêta-bloquant le soir, ça n'est pas franchement justifié, s'il a une courte durée d'action. L'avlocardil, ça agit à peu près 8 à 10 heures. Si on est lent la nuit, ce n'est pas la peine de donner un bêta-bloquant la nuit. On constatera que le bêta-bloquant pris le soir ne change absolument pas la fréquence cardiaque nocturne. Pourquoi? Parce que pour voir l'effet d'un antagoniste, il faut que le système considéré ait une activité. Le bêta-bloquant, ça aura de l'effet sur une fréquence dépendante du sympathique. Si vous donnez un bêta-bloquant à quelqu'un qui fait du sport, là, il se rendra compte qu'il ne pourra pas accélérer son cœur à l'effort. Et ça le gênera, parce qu'il ne pourra pas augmenter son débit cardiaque comme il le faudrait. Donc c'est le jour déjà que le bêta-bloquant agit. Inversement, si on donne de l'atropine, ça accélère le cœur la nuit et ça a peu d'effet en période d'activité parce que le tonus vagal est faible dans la journée. Donc, ce qui aurait été plus logique, c'est de lui dire « Prenez le bêta-bloquant une demi-heure avant l'émotion considérée, avant le match. » C'est un peu ce que certains font, du reste, pour des prestations autres, prestations musicales, examens et autres. Si le cœur s'accélère, qu'on a des petits tremblements, qu'on a des émotions très fortes, prendre un bêta-bloquant, ça évite les conséquences, y compris l'anxiété qui est générée par ce fait qu'on sent que son cœur est rapide et ça peut amplifier les manifestations somatiques de l'anxiété, on va dire. Et psychiques même. Après quelques jours, elle constate qu'elle est essoufflée à l'effort. Elle entend qu'elle siffle. Y a-t-il un lien avec le traitement bêta-bloquant? Il y a des chances. Ça peut être une crise d'asthme. En bloquant les récepteurs bêta-adrénergiques bronchiques, on a réduit l'activité bronchodilatatrice des catécholamines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les récepteurs bêta-adrénergiques, lorsqu'ils sont activés par les catécholamines libérées par l'innervation sympathique, en l'occurrence, on va imaginer que c'est de l'autre côté de la cellule que je vous montrais tout à l'heure, le sympathique relâche les fibres musculaires lisses. Quand il y a des catécholamines sur les fibres musculaires lisses, elles sont relâchées. Donc si on empêche ces effets, les cellules musculaires lisses des bronches ont tendance à se contracter. Ça se passe au niveau de l'innervation sympathique destinée aux bronches. Elles n'ont pas tout à fait la même localisation. Ces récepteurs n'ont pas tout à fait la même localisation que les récepteurs muscariniques, suivant qu'on est au niveau proximal ou distal des bronches. Leur répartition en densité n'est pas tout à fait la même. Ça peut vous paraître superflu, mais ça a une certaine importance parce que quand vous inhalez des sprays qui contiennent des agents atropiniques ou bêta-2 stimulants pour agir sur un système ou sur l'autre, pour dilater les bronches, les grains, la taille des grains, la granulométrie n'est pas la même,
puisque le but, c'est que les grains s'arrêtent à peu près là où se trouvent ces récepteurs. Là, je parle des poudres qu'on peut utiliser pour inhaler des médicaments bronchodilatateurs. Sinon, on utilise des gaz, et là, ça diffuse sur toute la longueur de l'arbre bronchique. Mais quand on utilise des poudres, comme le discus, des petits disques avec des quantités fixes de poudre, là, les grains ont une taille prédéfinie. C'est une petite parenthèse. Donc les bêta-2 stimulants qui reproduisent les effets des catécholamines sur les bronches dilatent les bronches, mais les bêta-bloquants dont on parle ici diminuent ce tonus bronchodilatateur et peuvent engendrer une crise d'asthme. Alors, quelle autre solution thérapeutique que la philatélie, la peinture ou les échecs auriez-vous pu proposer à la patiente qui ressent des palpitations lors d'émotions? On peut lui dire évidemment de ne pas regarder de match et de faire autre chose, ce qui est une solution honorable, mais on peut faire aussi un peu de médecine et lui conseiller autre chose. Alors si on veut un bêta-bloquant, il se trouve qu'il y a des bêta-bloquants dits cardiosélectifs. Tout à l'heure, sur la bronche, vous avez écrit bêta-2. Pourquoi bêta-2? Parce qu'il existe bêta-1. Le bêta-1 est sur le nœud sinusal au niveau cardiaque. C'est lui qui est activé, qui génère de l'accélération cardiaque. Donc on peut donner des bloqueurs bêta-1 adrénergiques. Le propranolol, l'avlocardil, c'est un bêta-bloquant non sélectif. Donc il existe des bêta-bloquants cardiosélectifs, par exemple le métoprolol, qui agit plus sélectivement sur le récepteur bêta-1 adrénergique cardiaque et empêche l'accélération, sans trop agir sur le récepteur bêta-2 adrénergique bronchique, à condition que les doses ne soient pas trop fortes, parce que la sélectivité n'a de sens que pour des doses faibles. Si on donne des doses très fortes, ça va évidemment agir sur tous les sous-types de récepteurs. Peut-être qu'il aurait pu poser la question, notre médecin, à la patiente de savoir si elle était asthmatique ou pas. Ça aurait été beaucoup mieux même. Si on prescrit un bêta-bloquant, on peut peut-être poser la question avant. Donc c'était une faiblesse du prescripteur, on va dire. Parce que c'est comme la médecine vétérinaire. Il y a un symptôme, on donne un médicament. Le cœur est rapide, on donne un bêta-bloquant. Non, on peut faire un petit peu plus et réfléchir et essayer d'être logique dans la prescription. Bon, cela dit, j'aime beaucoup les vétérinaires, mais disons que comme on pose moins de questions aux animaux, on ne va pas lui demander au chien s'il est asthmatique, donc on prescrit sans trop réfléchir. On aurait pu donner un sédatif, voire un anxiolytique. Mais les anxiolytiques, c'est différent, parce que les anxiolytiques, ça a une action cérébrale. Le diazépam, les benzodiazépines, c'est une action cérébrale. Alors que le bêta-bloquant, c'est une action périphérique. Est-ce qu'il fallait faire plus que cela pour cette patiente que s'intéresser à sa tachycardie épisodique survenant lors des matchs de hockey? Est-ce qu'il aurait fallu faire un dosage? Je posais une question ou deux. Vous auriez demandé quoi? Rien? Vous voulez savoir si elle boit? Bon. On peut toujours lui demander. C'est pas sûr qu'elle vous réponde. Et pourquoi ça vous intéresse de savoir si elle boit? Oui, il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est vrai. Puis en plus, quand on regarde les matchs, on boit souvent. Oui. Un connaisseur. Ça fait boire le rugby. Pour les spectateurs, hein, j'entends. Oui, mais vous êtes sur la piste. Le tremblement et le cœur rapide, ça ne vous donne pas une idée, parce que j'ai parlé d'hormones. Est-ce que l'alcool est une hormone? Pas vraiment. Hein. Féminine. Hein. Les hormones féminines.
Donc si ça avait été un homme qui avait le cœur rapide pendant un match, vous lui auriez pas demandé les hormones féminines. Vous auriez demandé quoi? Mais pourquoi pas? C'est très bien, hein, c'est très bien. En plus, elle pourrait être ménopausée et s'accélérer quand même. Vous pouvez pas le dire, non? Vous savez pas? Aucune idée. Oui, oui. Bah oui, les hormones thyroïdiennes. Le cœur rapide et les tremblements, ça vous met pas sur la piste. Les yeux sont souvent brillants, mais on n'a pas toujours tout, hein. Il n'y a pas toujours tous les symptômes. C'est pas comme dans les livres. Vous n'avez pas toujours les yeux qui sortent de la tête. Si on bat à 120 et qu'on tremble un peu, vous pouvez quand même doser les hormones thyroïdiennes s'il y a une tachycardie de repos, hein. Essayez d'y penser. En plus, je l'ai appelée exprès Madame Chaude parce que cette sensation de chaleur, c'est un des effets des hormones thyroïdiennes qui augmentent le métabolisme de base. Donc je vous mettais aussi sur la piste avec le nom de la patiente. C'était écrit. Donc normalement, vous avez chaud, vous tremblez, le cœur est rapide, ça fait quand même beaucoup. Et vous ne demandez toujours pas les hormones thyroïdiennes. Que faut-il de plus? L'exophthalmie peut-être. Cela dit, si vous attendez, vous finirez par l'avoir, l'exophthalmie. Hein, quand on ne sait pas trop, on attend. Et c'est vrai que les symptômes se complètent. Mais enfin, parfois, on y pense au début de l'affection. Et chez les femmes, en plus, c'est fréquent, les hyperthyroïdies. Miction impossible. La grosse prostate. Quand j'ai eu 60 ans, je voulais m'offrir une angiographie coronaire numérisée. Je voulais voir mes coronaires. Et tout le monde m'a dit, tu vas pas faire ça. Mais ça fait pas mal. Maintenant, c'est les angios numérisés. Donc, c'est pas la coronarographie où on descend une sonde dans les coronaires en remontant de l'artère fémorale à la crosse de l'aorte, ce qui aurait été un peu plus agressif. Mais tout le monde m'a déconseillé de faire ça. En plus, c'est vrai que si on se trouve des coronaires un peu sténosés, on va se faire peur. Alors ça s'est terminé en échographie de la prostate. Je me suis offert une écho de la prostate. Bon. Et je suis allé chez un de mes copains qui tient un grand centre de radiologie. Et quand il a vu que je l'avais pris rendez-vous, il a absolument voulu me la faire, l'échographie. Donc, comment ça se passe? Vous êtes couché sur le côté, il arrive avec son énorme sonde qui vous met dans le derrière. Et c'est un copain en plus. Donc, vous imaginez, vous n'êtes pas très à l'aise quand même. Et lui était content de voir ma prostate, de voir sa vascularisation. Il me faisait les commentaires en même temps, avec un gros truc dans le fion. Je vous avoue que j'étais pas très fier. Mais lui, il était content. Alors, c'est déjà ça. Et la prostate faisait 40 grammes. Elle était à peu près homogène. Il n'y avait pas de rétrécissement de l'urètre dans son passage prostatique. Donc, une bonne ouverture aussi. Finalement, ce qui explique que je pisse bien la nuit. Mais je pisse trop souvent la nuit. Alors, ma femme, il commençait à s'inquiéter. Parce que je me lève 3 fois par nuit pour aller pisser. Mais en fait, j'ai une bonne prostate. Donc, ça va peut-être pas durer. Enfin, je vous raconte ma vie. Mais ça vous arrivera, hein, avec l'âge, on finit par avoir un jet qui est beaucoup moins puissant. On se fait pipi dessus. Il y a des restes, on vide pas tout, et on va souvent vider sa vessie. Donc c'est ça le prostatique. Mais je sais que je ne dois pas en avoir une grosse, parce que même si je me lève la nuit, quand je suis en consultation, c'est précisément à 5h30, 3h30 après le début de la consultation, que j'ai besoin d'aller pisser. Donc ça veut dire que je tiens bien la route, sauf que c'est toujours les mêmes personnes qui prennent rendez-vous aux mêmes heures. Donc ça les surprend, parce que quand je les vois, je me dis « Ah, tiens, il faut que j'aille pisser ». Alors, on va l'appeler John Doe, qui a à peu près la soixantaine, et qui toutes les nuits est dérangé, quand il est en position couchée, par son nez qui est congestionné.
Alors, ça le réveille. Il a du mal à respirer, son congestion nasale. Alors il se lève, il en profite pour aller vider sa vessie, ce qu'il fait assez difficilement. Il a un peu de mal, il reste longtemps dans les toilettes. Ça va pas très loin, son jet. En plus, il a un gros ventre. Donc il finit par même plus savoir par où sort l'urine, j'exagère un peu. Mais quand il est debout, son nez se dégonfle, ce qui est quand même bien. Et il en parle à son fils qui lui dit « Oh, mais tu devrais prendre du Pernazen, ça marche bien, ça dégonfle le nez. » Alors, pour petite info, sa tension est à 14,9 au repos. Alors, il va à la pharmacie. Le pharmacien ne veut pas lui délivrer du Pernazen. Pourtant, il a bien écouté ce que disait son fils. Il a consciencieusement recopié le nom. C'est un nom commercial, hein, R pour Registered. Et elle lui dit d'aller voir son médecin. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, mais est-ce que vous pensez que la pharmacienne a poussé la réflexion si loin ? Pardon ? Il y a beaucoup de gens qui font de l'hypertension, mais est-ce que vous pensez que c'est pour ça que les pharmaciens ne délivrent pas le Pernazen ? Prescription médicale obligatoire. PMO, ça vous rappelle des choses pourtant. Il faut une prescription. Ça contient de l'oxymétazoline. C'est sur la liste 2. Prescription médicale obligatoire. Il faut une ordonnance pour que le pharmacien délivre le produit. Parce